Moi, je ne penserai jamais que la réponse est trop centrée sur l'humain, parce qu'elle doit aussi être centrée sur l'humain. Mais ça veut dire aussi qu'elle doit accepter de se décentrer, et elle le fait. Je veux dire, il y a quantité aujourd'hui de voix qui s'élèvent pour dire que ben, le virus, il a été terriblement favorisé par des conditions euh, écologiques absolument désastreuses. Alors, moi, ce que j'appelle conditions écologiques, ce sont les conditions, en ce compris, des artefacts humains. Je veux dire, les voyages très nombreux et très rapides, qui non seulement portent une charge sur le futur de la planète, mais aussi mettent les gens dans des contacts très rapprochés et très rapides. Et puis aussi, alors là, c'est le point le plus important, qui a été par exemple très bien montré, mais il y en a d'autres, hein, je veux dire, François Host en parle aussi dans son livre, mais Marie-Monique Robin avait montré à quel point la perte de la biodiversité et crée des milieux extrêmement favorables pour les virus les plus dangereux. Parce que des virus, on en a besoin. Je veux dire, notre vie est entremêlée de vie et bactérienne et virale et fongique et autres. Mais les virus les plus dangereux sont favorisés par la perte de la biodiversité, c'est-à-dire par le fait que la diversité même étant perdue, certains animaux opportunistes vont mieux s'en sortir que d'autres et vont, eux, être des propagateurs de virus. Et quand on prend le cas, par exemple, de la chauve-souris, il est certain que des épidémies ont déjà, ou en tout cas des maladies ont déjà été euh, propagées par des chauves-souris qui se rapprochaient beaucoup trop des structures humaines simplement parce qu'elles étaient, soit elles n'avaient plus rien à manger parce que quand ce sont par exemple des chauves-souris pollinisatrices, ben, il y avait les pesticides qui avaient fait des ravages suffisants. Si elles sont insectivores, les pesticides aussi ont fait des ravages. Et donc en fait on se rend compte que, je veux dire, combattre le virus simplement avec un vaccin, c'est une réponse qui est largement insuffisante parce qu'on continue à promouvoir et à prolonger des conditions structurelles qui vont favoriser l'émergence non seulement le maintien de ce virus dans son bon petit train-train, mais qui vont favoriser d'autres pandémies. Alors, en tout cas, c'est pas la solution. Mais je veux dire, c'est une solution tellement réflexe. Je vais dire, vous savez, on a fait ça avec les loups au 19e siècle, on a fait ça avec les moustiques, et puis on se rend compte que les moustiques mâles sont de formidables pollinisateurs. Je crois que les femelles aussi d'ailleurs, mais enfin, comme c'est elles qui piquent, je comprends qu'on leur en veuille un peu. On est, je vais dire, la réponse d'éradication, c'est une réponse non seulement qui est une sorte de réflexe, mais qui en plus produit comme résultat, on le voit pratiquement toujours, après on le regrette. On le regrette parce qu'on se rend compte que les mécanismes par lesquels on a éradiqué avaient des conséquences, pas toujours les mêmes. Éradiquer un virus n'a pas les mêmes conséquences qu'éradiquer un loup, qu'éradiquer je ne sais pas quelle population bactérienne ou quoi que ce soit, mais on se rend compte que chaque fois qu'on a éradiqué, c'était souvent une très mauvaise solution. Et donc, je reprends par exemple quelque chose qui a été dit très très vite pendant le premier confinement, pendant la première vague choc de la pandémie, qui sont les mots d'une historienne des sciences, Bernadette Binceau de Vincent, et qui avait dit, en fait, éradiquer, c'est surtout pas la solution. D'abord, on n'y arrivera pas. Et en plus, ce qu'il faut apprendre à faire, c'est à composer avec les virus. Et je trouve que c'est une très très belle idée de négocier de manière diplomatique. Non pas qu'il faille être gentil avec lui, les diplomates ne sont pas des gens gentils, les diplomates essayent d'éviter une guerre perdue d'avance. Et pour composer, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire justement, et on revient à la première question, à partir du moment où vous essayez de composer avec le virus, vous allez essayer aussi de composer des milieux qui ne lui seront pas favorables, ou en tout cas qui ne seront pas favorables à sa prolifération ou à son émergence. Moi, je ne pense pas que l'éco-anxiété soit due à une mauvaise connaissance. Je pense que les gens qui ont de l'éco-anxiété, ils ont une certaine forme de lucidité. Vous savez, si on a parlé d'éco-anxiété, les scientifiques qui s'occupent du climat, depuis très longtemps, disent qu'ils ne dorment plus. Les scientifiques eux-mêmes, qui sont les plus à même de savoir ce qui est en train de nous arriver,
Il y a combien de scientifiques qui disent qu'ils ont perdu le sommeil? Donc, cette anxiété. Alors, c'est vrai que moi, je me méfie toujours parce que j'ai remarqué que la question de la peur est souvent une question qui vise à disqualifier celui qui a peur. Je veux dire par là que quand, par exemple, une entreprise essaye ou une structure essaye d'imposer une nouvelle technologie, quelle qu'il soit, eh bien, l'argument qu'ils vont souvent utiliser, c'est de dire « Ah, mais les gens, en fait, ne savent pas, et donc ils ont peur, et donc il faut les convaincre, il faut être très pédagogue pour essayer de leur fourguer qui la 5G, enfin bref, vous connaissez tout ce qu'on essaye de nous fourguer en termes d'innovation. » Et l'argument de la peur, c'est donc traiter les gens un peu comme des arriérés, qui serait un peu, c'est vraiment l'image de l'archaïque, quoi, ces arriérés qui ont peur des nouvelles technologies, etc. Et donc, je me méfie très fort de l'argument de la peur, puisqu'il est toujours utilisé pour essayer de convaincre une population rétive à accepter quelque chose dont elle aurait totalement illégitimement peur. Et là, je me dis que donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, est-ce que l'anxiété est un mauvais terme? Moi, je serais du côté là d'un philosophe qui a écrit quelque chose de très intéressant, qui est un philosophe australien qui s'appelle Glenn Albrecht. Et d'ailleurs, Bruno Latour reprendra aussi cette idée. Il dit, nous sommes confrontés à une situation qui est tellement inédite, qui nous déborde tellement, où il y a tellement d'incertitudes, où ça demande tellement de connaissances, et des connaissances, on commence à en avoir sérieusement. On ne peut pas avoir beaucoup de connaissances sur les conséquences de ce qui est en jeu, mais on voit bien ce qui se passe. C'est bien quelque chose qui a été hyper bien étudié, c'est le climat aujourd'hui. Je veux dire, c'est quelque chose qui est un objet d'une attention et d'un souci tant des scientifiques, et malheureusement pas tant des politiques. Et ce que Glenn Albrecht disait, pour en revenir à ce que je commençais, c'est que devant cette situation, nous devons apprendre à repérer, à donner forme, à pouvoir exprimer les nouveaux affects que cette situation fait à la fois émerger et suscite. Et par exemple, il va proposer de reconnaître comme un affect primordial et crucial aujourd'hui ce que des gens ressentent et qu'il va nommer la solastalgie. Pardon. Et la solastalgie, il forge ce terme au départ de la nostalgie, c'est la capacité, enfin c'est l'affect qui vient quand on ne reconnaît plus quelque chose qui était un lieu qu'on connaissait bien et dans lequel on avait l'habitude d'habiter et qui est devenu tellement méconnaissable parce qu'en ruine, parce que transformé complètement. Et le sentiment de tristesse, de perte qu'on a par rapport à des lieux qui ne sont plus comme avant. On peut aussi parler, j'ai entendu une dame un jour dans un entretien qui me parlait que quand elle voyait une coupe rase, donc une coupe rase dans les bois, elle avait un sentiment de désolation. Et c'est intéressant parce que la désolation décrit objectivement la coupe rase et décrit très subjectivement ce qu'elle ressentait. Et donc là, il y a visiblement une belle articulation entre des affects qui nous arrivent et une situation extérieure qui appelle ces affects-là. Donc l'éco-anxiété, à la fois méfiance, parce que toute stigmatisation ou désignation de la peur pourrait disqualifier celui qui la ressent, et en même temps, je me dis, mais quand ces jeunes gens se disent, mais il y a de quoi être anxieux, ce qui nous attend, qui n'a rien à voir avec ce qu'on pouvait attendre il y a 20 ou 30 ans d'ici. Il y a de quoi vraiment, d'une certaine manière. Alors, qu'est-ce qu'on fait de l'anxiété? C'est ça le problème, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire de cette anxiété? Est-ce que ça va avoir un pouvoir suffisamment mobilisateur pour déterminer des régimes d'action qui seraient des régimes d'action nouveaux? Et c'est là le sens de repérer des nouveaux affects, parce que ces affects pourraient avoir des pouvoirs mobilisateurs. C'est une question qui n'est pas facile parce que, je veux dire, la réponse pour moi, elle est évidente. Là, pour le coup, je crois qu'entendre un peu plus les scientifiques, c'est assez étonnant d'ailleurs, que ce contraste entre, d'une certaine manière, la crise du Covid, où les scientifiques ont énormément de choses à dire et sont vraiment écoutés par les gouvernements, mais ce n'est pas dit qu'à bord, hein, il ne faut pas l'oublier, et où les scientifiques qui parlent de quelque chose qui va nous menacer de manière bien plus certaine, bien plus longue, qui aura des conséquences à bien plus long terme, et des conséquences bien plus probablement catastrophiques, sans nier du tout les conséquences catastrophiques du virus, et que les scientifiques sont si peu écoutés. Je veux dire, les résultats de la COP qui vient de se terminer, les scientifiques se disent eux-mêmes que c'est pas du tout à la hauteur de ce qui est attendu d'une réponse des gouvernements. Je veux dire, un minimum de raison ferait abandonner les énergies fossiles, à se dire, bon ben oui, c'est vrai,
on va peut-être vivre autrement et certainement plus dans les facilités dans lesquelles notre génération, qui a quand même été, qui a laissé quand même un lourd poids, et celle de mes parents aussi, sur cette terre. Mais je vais dire, la raison devrait normalement nous donner, nous obliger, nous enjoindre, en tout cas au niveau politique, d'écouter ce que les scientifiques nous ramènent. Alors, je ne sais pas s'ils ont vraiment des choses à nous apprendre, je vais dire en termes de contenu. Hein, les animaux, je ne cesse de le dire, ne sont pas de bons modèles, surtout pas. Au contraire, ce sont de grands modèles d'immoralité si on les juge à l'aune de ce qui fait chez nous la moralité. Mais je pense que ce n'est pas une bonne manière de les juger. En revanche, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce que je peux lire de ce que les éthologistes m'apprennent et les naturalistes amateurs, bref, tout ce qu'on nous apprend des animaux, c'est que ça nous oblige à ouvrir l'imagination. Et ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Ça, c'est le premier point, c'est ouvrir l'imagination sur d'autres façons possibles de vivre, et sur d'autres façons possibles de s'organiser socialement, sur d'autres conceptions, parce que je me suis beaucoup intéressée au territoire, d'autres conceptions de ce que veut dire habiter en lieu, de ce que veut dire un territoire, non pas comme une propriété privée, mais comme un lieu de socialité, mais à protéger quand même pour éviter les interférences, et qui est une façon d'être social aussi. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est ce que les animaux nous apprennent, c'est à peut-être imaginer que la politique n'est pas seulement affaire des intérêts humains, mais affaire d'intérêts de milieu, où ça commence déjà parfois. Il y a quand même des législations qui ont été prévues, des milieux, enfin, se sont vus reconnaître une personnalité juridique. Je ne suis pas en faveur de la personnalité juridique des animaux, mais bien de milieux compliqués, enchevêtrés, avec des êtres qui font tenir ces milieux. Et je me dis que il est largement, mais ça commence tout doucement, temps de considérer que les humains ne sont pas les seuls êtres qui importent sur cette planète.